Pour l'heure, j'accueille Marc-Philippe Daubresse, bonjour. Bonjour. Vous êtes député UMP du Nord. Régis Juanico, bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste de la Loire. Alors je vous propose par commencer par débattre du pacte de responsabilité. François Hollande en a parlé ce matin lors de ses vœux aux forces économiques. Régis Juanico, est-ce que François Hollande en fait trop pour les entreprises? Non, on poursuit un effort qui a été engagé l'an dernier, très important, avec le crédit d'impôt compétitivité emploi, 20 milliards d'euros, effectivement, de crédit d'impôt compétitivité emploi, un certain nombre de mesures favorables au redressement productif et aux entreprises, avec tout un volet aussi simplification qui est très important. Et l'idée, c'est d'aller plus vite et plus loin, effectivement, au service de l'emploi, de la croissance, des investissements. Et donc, la nouveauté du pacte de responsabilité, c'est, je crois, au-delà de la négociation entre les partenaires sociaux, c'est que cette fois-ci, il y aura des contreparties très claires qui seront demandées aux entreprises, notamment en termes de création d'emplois et de qualité de l'emploi. Et je crois que c'est plutôt un accord gagnant-gagnant. Alors là, on a besoin d'y voir plus clair encore. La négociation s'ouvre donc aujourd'hui. Marc-Philippe Daubresse, à droite, vous avez toujours été favorable à cette baisse du coût du travail, à la baisse, à la suppression, voire des cotisations familiales. Donc vous le voterez peut-être, ce pacte de responsabilité? Écoutez, on est dans le ministère de la parole. Vous savez, moi qui suis un démocrate chrétien, j'ai entendu un acte de foi ce matin. C'est déjà pas mal. Bon, un acte de foi, un acte d'espérance. Maintenant, il nous faut du concret. Je ne suis pas d'accord avec ce que dit Régis Juanico sur on va plus vite et plus loin. Non, il faut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort et beaucoup plus loin. Et la question quand François Hollande dit écoutez, j'ai un crédit d'impôt compétitivité qui commence à peine à marcher, on va peut-être pouvoir le moduler, le modifier, on choisira entre l'un ou entre l'autre. Finalement, la somme qui est mise sur le tapis, c'est 10 milliards d'euros de plus, qui est pas grand-chose par rapport à un objectif, j'ai entendu, le patronat, de 1 million d'emplois. Non, moi je vous dis... Pour 100 milliards de... Donc il faudrait, moi je vous dis personnellement, même si ça choque certains parlementaires, ça ne me gêne pas de dire ce que je dis, il fallait, de mon point de vue, faire des ordonnances tout de suite pour qu'on puisse avoir les modalités de cette baisse de charges sociales, qui est une condition pour créer de l'emploi, ça on en est d'accord, et il fallait déterminer tout de suite comment on le faisait pour que ça ait des effets rapidement. Regardez la Chine, elle est à 7,7% de taux de croissance. Ils ne sont pas très contents parce qu'ils viennent de plus de 10%. Mais ils ont fait un petit plan, là, rapide. Enfin, c'est un pays en développement. Vous allez dire, c'est pas le même. Mais là, dans la même configuration. Non, ce que je veux vous dire simplement, c'est que ça s'est fait en 3 semaines. Nous, on nous annonce un plan avec la concertation sociale. François Hollande a dit qu'il voulait accélérer les ordonnances. Vous y êtes favorable, Régis Juanico? Tout ça, ça va prendre du temps. Oui, il y aura des ordonnances, notamment sur le volet simplification des démarches administratives. Ça, je ne demande pas mieux, ça fait quand même un certain temps qu'on les attend. La grande différence quand même avec le projet de Nicolas Sarkozy, vous la connaissez, Marc-Philippe Daubresse, c'est que la TVA sociale transférait une fiscalité importante en poids sur les ménages. Là, il y a un engagement très clair, je crois même que le président de la République a annoncé pour 2015 un début de baisse de fiscalité sur les ménages. Là, l'idée, c'est vraiment de faire des économies sur la dépense publique, volet de l'État, volet surtout collectivité locale, territoriale, et sur les soins et la sécurité sociale. Sauf qu'on a quand même eu la hausse de la TVA au 1er janvier. Moi, je suis comme ça, oui, Thomas. On a eu des baisses aussi, mais une hausse très modérée de la TVA. Pour l'instant, vous êtes au pouvoir depuis à peu près 2 ans. Vous avez fait quoi? Vous avez fait du matraquage fiscal. Donc, que M. Hollande procède par sincérité successive, je veux bien comprendre, et qu'il s'est trompé, qu'il change de cap, très bien, sauf qu'il nous faut la démonstration de tout ça. La baisse de la dépense publique qu'on nous annonce pour 2015, à peu près à hauteur de 18 milliards d'euros, si j'ai bien tout suivi. En gros, un tiers sur l'État, un tiers sur les collectivités locales. Commencé. Un tiers, oui, mais enfin... On a fait 15 milliards cette année. On avait fait beaucoup plus que ça, mais bref. Je pense pas, non. Un tiers sur l'État, un tiers sur les collectivités locales, un tiers sur la sécurité sociale. On attend concrètement qu'on nous explique où c'est, qu'est-ce que ça va provoquer. Moi qui suis un ancien ministre du Logement, si vous catapultez la politique du logement et que vous tuez la politique du logement, vous avez tué de l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics. Donc il y a des dépenses sociales actives, vous le savez bien, et des dépenses sociales passives. Donc il faut qu'on puisse expertiser tout ça et vérifier si entre l'acte de foi et la réalité, il y a bien une cohérence. Et comme il y a eu des sincérités successives, vous comprenez qu'on soit un peu dubitatif. C'est vrai que sur le financement, on n'y voit pas encore très clair. On avait annoncé 30 milliards. Finalement, comme il y a le CICE qui reste, il n'y aura que 10 milliards. Ces 10 milliards... On va les chercher. Oui, mais 30 milliards au total, c'est quand même un effort extrêmement important. C'est pour ça que, de ce point de vue-là, je pense qu'on va assez loin et qu'on va accélérer maintenant. Oui, sur les dépenses de l'État, essentiellement, il faut clarifier les missions de l'État et puis permettre aux agents de l'État de se concentrer
sur leur mission et là aussi en leur simplifiant effectivement leurs activités. Collectivité territoriale, bon, je crois que maintenant, il faut aller vers une vraie clarification. Vous venez de créer des métropoles qui est une couche de plus par rapport aux régions, aux départements, aux communes, etc. Il ne vous a pas échappé que le président de la République a proposé que les départements qui sont dans les aires de métropole puissent fusionner avec eux. C'est pas ce qui était dit il y a encore 15 jours. Il faut d'abord commencer par clarifier les compétences. Compétences exclusives, chaque échelon qui peut tout à fait se justifier avec une compétence exclusive et plus de clause de compétence générale. Je crois que déjà en faisant cela, on fera des vraies économies. Sous le président Mandin, c'est vous qui vous êtes battu contre ça. Et puis sur les soins et la sécurité sociale, je veux insister là-dessus. Il y a des marges de manœuvre importantes. La politique du médicament aujourd'hui, la question du parcours de soins, faire en sorte aussi qu'il y ait moins d'actes médicaux qui soient multipliés. Donc il y a des vraies sources d'économie. On va les identifier, mais très clairement le mouvement il est engagé et ça permettra de préserver complètement les ménages qui aujourd'hui ont besoin de pouvoir respirer en termes de pouvoir d'achat. Alors une baisse de la dépense publique, bon, on a bien compris, mais est-ce que ça c'est conciliable avec justement ce que vient d'annoncer l'Élysée ce matin, qui est peut-être une baisse de la fiscalité des ménages dès 2015? Oui, parce qu'on fait le pari que la croissance va revenir, bien évidemment. Il faut faire preuve de volontarisme. Là, ce qu'a annoncé dans le pacte de responsabilité le président de la République permet justement d'aller chercher ces points de croissance qui manquent depuis 5 ou 6 ans. Vous venez de tuer le pouvoir d'achat des ménages par un matraquage fiscal sans précédent de plus de 30 milliards d'euros. Qui vient de se réaliser au cours des 2 dernières années, et vous nous dites je fais un pari sur la reprise de la croissance alors que le pays est asphyxié par ce matraquage fiscal, et que vous nous dites finalement on va rajouter dans le panier à peu près 10 milliards de baisse de cotisation familiale en plus. Bon, moi je vous dis que vous n'y arriverez pas, c'est de la méthode Coué, et si vous voulez y arriver, il faut nous annoncer rapidement. C'est pour ça que je parle d'ordonnance. Même si nous sommes des parlementaires, on est responsables. Il va y en avoir des ordonnances. Je dis qu'il faut nous annoncer rapidement les dépenses sur lesquelles vous allez gagner de l'argent. Moi, vous me dites par exemple, il y a des choses où on peut se retrouver. Vous me dites, écoutez, on va diminuer le nombre de régions par 2 ou on va restreindre le nombre de régions. Le chef de l'État a annoncé moins de régions. Vous savez, j'ai été le rapporteur de la loi de décentralisation sous Raffarin, on a essayé de le faire. Et on s'est heurté à un certain nombre d'élus de gauche comme de droite qui ont voulu préserver leur précarité. On n'est plus dans cette époque-là. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Mais il faut qu'on aligne les baisses de dépenses pour montrer comment on peut financer justement des baisses de charges pour créer de l'emploi pour les entreprises. C'est ça qu'on attend. Donc, pour l'instant, on est dans la parole, très bien, mais il va falloir nous sortir des actes. Alors, nous sommes à 20 minutes des questions au gouvernement. On va entendre Philippe Gomez, député UDI de Nouvelle-Calédonie, qui va poser une question cet après-midi sur le pacte de responsabilité. Il est à votre micro, Fernand Tavares, salle des 4 colonnes. Alors effectivement, M. Gomez, on a entendu votre président de groupe, Jean-Louis Borloo, tout à l'heure dire tout ce qu'il attendait de bien de ce pacte de responsabilité. Donc vous allez interroger le gouvernement pour savoir si vraiment les promesses vont être tenues ou pour savoir si certains éclairages peuvent être déjà apportés cet après-midi dans l'hémicycle. Vous savez, on a dit avec Jean-Louis Borloo, on est prêt à accompagner ce pacte de responsabilité, mais on ne veut pas que ce pacte de responsabilité soit un pacte de dupes. C'est pour ça que nous posons 4 conditions. La première, c'est l'immédiateté des mesures, de façon à ce que cette baisse de charge ne se perde pas dans les méandres des comités Théodule annoncés. La deuxième, c'est l'ampleur, 6% tout de suite et 8% à échéance de 2 ans. La troisième, c'est la prise en considération de la jeunesse dans ce pacte de responsabilité, notamment au travers d'une relance massive de la politique d'apprentissage. Et puis enfin la quatrième, c'est une mobilisation citoyenne pour l'emploi des entreprises et des forces vives du pays. Et à partir du moment où ces 4 conditions sont intégrées dans le pacte de responsabilité, et qu'un pacte de confiance est passé avec les Français, parce qu'après le matraquage fiscal de ces 18 derniers mois, il est sûr que les Français ont de la peine à croire à ce pacte de responsabilité, il faut aussi que le gouvernement s'engage à une décrue fiscale dès l'année prochaine. À partir de ce moment-là, le groupe UDI est favorable avec Jean-Louis Borloo à accompagner la démarche qui a été engagée. Merci, à tout à l'heure dans l'hémicycle, M. Gomez. À vous, Brigitte. Merci, Fernand Tavares. Est-ce que vous pouvez vous engager sur une décrue fiscale dès l'année prochaine? Ça vient d'être annoncé par le président de la République concernant les ménages. Il faut bien expliquer que si depuis 18 mois, des efforts importants ont été demandés aux Français, c'est aussi parce que nous avons hérité d'une situation des finances publiques catastrophique. La dette augmentée de 600 milliards, un déficit public qui avait explosé et qu'il fallait retrouver des marges de manœuvre financières et redevenir crédible, notamment par rapport à nos partenaires européens, je pense à l'Allemagne, concernant notre situation de finances publiques. Concernant la jeunesse,
c'est déjà fait. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, l'effort qui est engagé sur la refondation de l'école, les moyens qui sont mis sur l'école primaire, l'école maternelle, tous les dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire et la réussite éducative, ce qu'on est en train de faire sur l'orientation, ce qu'on est en train de faire pour l'autonomie des jeunes, accompagne très bien, je dirais, cet effort pour le redressement productif et pour faire que nos entreprises soient plus compétitives. Vous y croyez? Écoutez, Marc-Philippe Daubresse. En 2008, on a subi la crise et honnêtement, tout le monde le sait, l'Allemagne et la France sont les deux pays d'Europe qui se sont sortis le mieux d'affaires, pendant que l'Espagne, la Grèce et l'Italie se cassaient la figure. Bon, on a subi cette crise qui n'était pas prévue, qui vient d'ailleurs. Maintenant, on est dans une deuxième séquence et franchement, on est à nouveau dans le ministère de la parole. Vous me parlez de l'école. Pourquoi vous allez nous mettre une réforme des rythmes scolaires? Moi, je suis maire, qui va me coûter à peu près plus 3%, l'équivalent de plus 3% de fiscalité locale, à un moment où je vais dire à mes habitants, je vais au moins maintenir vos impôts là où ils sont, voire les baisser. Donc vous nous mettez des réformes qui ne servent à rien. C'est un investissement, monsieur Daubresse. C'est un fiasco. Est-ce que c'est un investissement sur l'avenir, Marc-Philippe Daubresse? Je viens de faire une enquête chez mes parents d'élèves. Il y en a qui votent à gauche, il y en a qui votent à droite, il y en a qui votent au centre, peu importe. Il y a 90% des gens qui me disent, surtout laisser les choses comme elles marchent aujourd'hui, ça marchera mieux que cette réforme qui est précipitée, mal fagotée, avec un décret où on ne comprend rien, etc. Bon, donc, vous voyez, on ne peut pas être dans des mesures sporadiques. Il faut aller plus vite. Qu'est-ce qu'il dit le député de l'UDI? La même chose que moi. Il faut aller plus vite, plus fort et plus loin. Voilà. C'est pas une mesure sporadique. C'est une mesure un meilleur apprentissage qui n'améliore pas la situation. Un meilleur apprentissage pour les enfants, c'est éviter d'avoir de l'échec scolaire, 140 000 décrocheurs scolaires à 16 ans, et donc c'est éviter des coûts de réparation sociale, vous le savez, Marc-Philippe Daubresse, de la jeunesse, de vous dire que si on mettait l'apprentissage à 14 ans, on serait infiniment plus efficient qu'avec une mesure de rythme scolaire qui ne résout rien. C'est une mesure isolée. Aujourd'hui, il faut mettre le paquet aujourd'hui pour que dès la maternelle, on puisse avoir des résultats sur la réussite scolaire. Dans tous les cas, il faut restaurer les comptes publics. À l'UMP, eh bien, on s'inquiète justement de cette dérive des comptes publics et des déficits. Il y aura une question et nous avons Bernard Accoyer, député UMP de Haute-Savoie, qui va nous en parler au micro de Fernand Tavares, celle des 4 colonnes. Alors effectivement, le groupe UMP monte au créneau cet après-midi avec 2 questions sur les comptes publics. Il faut dire que le président Christian Jacob, tout à l'heure, a dénoncé un véritable dérapage des comptes publics. Est-ce que c'est aussi grave que cela, Monsieur le Président? Oui, c'est grave parce que cela a été caché à la représentation nationale et aux Français. Le gouvernement a obstinément refusé d'inscrire des lois de finances rectificatives. Or, il y a un décalage qui est près de 15 milliards, ce qui est une somme considérable par rapport à la loi de finances pour 2013 et par rapport à ce qui a été effectivement réalisé en 2013. Il manque 15 milliards. Le gouvernement a gravement sous-estimé les recettes fiscales, tout simplement pour faire croire à nos créanciers que la situation était en train d'être rééquilibrée, rétablie au plan financier. Or, au début, la France devait faire, c'était la trajectoire définie par Nicolas Sarkozy, 3% de déficit. Malgré l'explosion des impôts du gouvernement Hollande, sur 2013, rapidement, le gouvernement a exigé que l'on soit à 3,7% de déficit par rapport au PIB. Ensuite, ça n'allait pas, il est allé renégocier pour obtenir 4,1% et finalement, nous ferons 4,3%. C'est donc un décalage, un décrochage de 50%, de la moitié des objectifs fixés. Franchement, la France n'a jamais été dans une situation aussi inquiétante et préoccupante sur ses finances publiques et le gouvernement l'a caché aux parlementaires. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Justement, pendant la séance des questions de gouvernement, dans quelques instants, on entendra également Jérôme Chartier et un autre député, M. Alba Larello, interroger le ministre du Budget qui, lui, sera après la séance des questions, devant tous les parlementaires en commission des finances. Voilà, il s'expliquera, Bernard Cazeneuve, sur les comptes publics et ce fameux dérapage. Est-ce qu'on nous a menti, Régis Juanico, sur l'état des finances publiques, l'état des finances de la France? Pas du tout. Il faut se souvenir ce qu'a été la politique du gouvernement précédent pendant 5 ans, qui était de vider systématiquement et consciencieusement les caisses de l'État en faisant des cadeaux fiscaux aux plus riches, avec une dette abyssale qui s'est accru pendant 5 ans et un déficit public qui n'arrêtait pas d'augmenter. Bon, la réalité, c'est que depuis 2 ans, certes peut-être pas au rythme où on l'aurait souhaité, mais au moins le déficit public commence à décroître.
Bon, donc c'est un objectif volontariste qu'on Mais est-ce qu'il manque effectivement 15 milliards d'euros, comme le dit Bernard Accoyer? Écoutez, on va auditionner tout à l'heure Bernard Cazeneuve et Pierre Moscovici en commission des finances sur l'exercice sur l'exercice 2013. Je ne suis pas sûr que les chiffres avancés par les responsables de l'UMP soient véritablement ceux que nous serons amenés à discuter tout à l'heure en commission des finances. Ça va prendre du temps, bien évidemment, et le fait qu'il n'y ait pas de croissance économique au rendez-vous aujourd'hui fait qu'effectivement ce rythme est peut-être plus faible. Mais ce qui compte, c'est la tendance. Oui, il y a une diminution, effectivement, du déficit public et de la dette. Trop d'impôts tue l'impôt. Ah, c'est la courbe de l'affaire. Et à partir d'un certain moment, vous ne rentrez plus les recettes. Voilà. Moi, je dis simplement, vous voyez, moi j'ai été ministre du Logement sous Jean-Louis Borloo et Jean-Pierre Raffarin. Le chômage était à 10,3%. Et le nombre de logements construits était là où il est revenu aujourd'hui, à peu près à 300 000 logements par an. On a fait un pacte de cohésion sociale. Bon. On réinvente des mots, mais bon. 2 ans après, il y avait 50% de construction neuve en plus et il y avait 7,6% de taux de chômage. Moi, je vais bien revenir ici sur ce plateau face à vous, Monsieur Juanico, et dans 2 ans, on va voir si ce que vous dites est vrai. Parce qu'il faut aller très vite, très fort et très loin pour réussir des paris de ce type. Surtout quand on a fait une mauvaise politique pendant les 2 ans qui précédaient, qu'on a asphyxié la machine française. En matière de finances publiques, je ne suis pas sûr que vous ayez des leçons à nous donner, quoi. Alors nous sommes à un peu un peu plus de 10 minutes maintenant des questions au gouvernement dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Nous retrouvons à présent Françoise Descamps-Cronier, députée socialiste des Yvelines, au micro de Fernand Tavares, salle des 4 colonnes. Elle va poser une question sur PSA. Effectivement, d'autant que l'affaire PSA a fait couler beaucoup d'encre et fait surtout s'interroger beaucoup d'employés de PSA. Certains ont perdu leur emploi, d'autres sont en reconversion. En tout cas, Aulnay, ça n'existe plus. Mais alors, justement, aujourd'hui, quel est ce nouvel espoir qui vient apparemment de Chine, qui vient de l'État français et qui demeure avec la famille Peugeot? Qu'est-ce que vous allez poser comme question au gouvernement? Oui, je crois qu'il était très important que l'État s'engage aux côtés d'une entreprise qui est un des fleurons français et qui connaît des grandes difficultés financières. Donc là, effectivement, on sort un peu des sentiers battus puisque c'est une coopération un peu spéciale. Effectivement, il y a une prise de participation de l'État chez le groupe PSA, mais en même temps, c'est un partenariat avec le constructeur chinois qui est déjà bien connu de PSA puisqu'il y a déjà des partenariats avec et qui permettra effectivement d'avoir 3 grands partenaires équivalents avec une possibilité de contrôle à 14% pour les uns et les autres, le constructeur chinois, l'État français et la famille Peugeot. Je crois qu'il faut avoir à la fois beaucoup de pragmatisme et puis beaucoup d'audace. Et je pense que sortir des sentiers battus comme cela, ça permettait de retrouver le chemin peut-être de nouvelles stratégies pour PSA et donc pour l'automobile, vers à la fois des secteurs émergents, mais aussi vers des pôles nouveaux de croissance. Et je crois que c'est effectivement cette solution qui a gagné. Merci beaucoup, madame. À tout à l'heure dans l'hémicycle. À vous, Brigitte. Merci, Fernand Tavares. Marc-Philippe Daubresse, cette entrée de l'État au capital à hauteur de 14%, on n'est pas sûr encore, c'était indispensable. Je vais vous dire, je ne suis pas contre du tout ce qui vient de se passer là-dessus. On peut être d'accord sur certaines choses. Renault-Nissan, ça n'a pas été un si mauvais mariage que ça. Peugeot avec le constructeur chinois, avec un marché en émergence très important en Chine, sous réserve que l'État effectivement ait un regard de contrôle et garantisse un certain nombre de politiques industrielles et d'emploi. Moi personnellement, je trouve que ça va plutôt dans le bon sens, et je le dis. Il ne faut pas de libéralisme à outrance, il faut que l'État puisse entrer au capital quand on y a besoin. Il ne faut pas non plus de planification à outrance, mais on est dans un marché mondial maintenant, il faut une taille critique pour y faire face, et là-dessus, franchement, vous n'aurez pas de critique de ma part. Ça permettra de sauver PSA ? Oui, tout à fait. Le niveau de production des véhicules par PSA l'an dernier est à son plus bas historique, moins de 3 millions de véhicules produits. Et on voit bien que les géants mondiaux de l'industrie automobile, comme Renault-Nissan d'ailleurs, ou Ford et General Motors, sont plutôt entre 8 et 10 millions. Donc effectivement, il faut faire ces alliances qui nous permettront d'aller sur les marchés émergents, tout en quand même préservant une capacité à contrôler les décisions stratégiques du groupe. Et donc je crois que c'est plutôt un mariage intelligent. À condition que l'État ait un vrai pouvoir de décision, voire prenne la tête du conseil de surveillance. Et les actionnaires historiques que sont les Peugeot. Alors je propose de repartir salle des 4 colonnes avant les questions au gouvernement. Il y aura cette question de Jacques Moignard, député radical du Tarn-et-Garonne, une question sur l'interruption volontaire de grossesse. Effectivement, et ce sera la deuxième question au gouvernement de cet après-midi. Alors le groupe des radicaux de gauche, à l'unanimité, soutient
la démarche gouvernementale et ne veut pas finalement que la loi Veil soit écornée. Donc vous l'appliquez à 100%, vous la défendez à 5%, y compris la petite correction. Y compris la petite correction, qui n'est pas de petite taille d'ailleurs, puisqu'il s'agit d'enlever la notion de situation de détresse, d'une part. Et pour ce qui concerne, moi, cet après-midi, la question posée au ministre, c'est tout simplement de dire comment elle va faire en sorte que les interruptions volontaires de grossesse puissent être mieux pratiquées en France, parce qu'il y a évidemment, et c'est une effectivité, quelques rebuts, quelques contraintes à faire que cela s'applique tout à fait normalement. Il semblerait quand même qu'il y ait une large majorité, y compris à droite, pour que cet amendement soit voté. Tout à fait. Tout à fait, c'est un bon signe d'ailleurs, un signe de démocratie, un signe de liberté pour les femmes dans le cadre de l'étude de ce texte, égalité hommes-femmes. Merci beaucoup, on écoutera votre question tout à l'heure à Marisol Touraine. À vous Brigitte. Merci Fernand Tavares. Régis Juanico, pourquoi vouloir changer la loi Veil maintenant, une loi qui date de 1975 ? Justement, c'est pour mieux la conforter. Cette loi de 1975, elle a évolué depuis. En 1982, il y a eu effectivement le remboursement, en 93 le délit d'entrave, il y a eu les délais qui ont été allongés depuis, puis le remboursement à 100% encore l'an dernier, y compris pour les mineurs. Donc aujourd'hui, il s'agit notamment, en enlevant cette notion de détresse qui était une notion datée qui date de 75, qui était là pour faire le compromis, pour que la loi passe à l'époque, mais qui n'a pas la loi s'applique à toutes les femmes aujourd'hui. Oui, voilà, c'est un droit fondamental pour les femmes à disposer de leur corps et à pouvoir choisir ou non si elles vont être mères, donc les grossesses non désirées en particulier. Donc elles n'avaient pas de portée juridique, elle n'était pas appliquée, cette notion de détresse, dans les faits, notamment par les médecins. Donc on prend simplement en compte cette évolution, c'est plus pour conforter ce droit fondamental, cette liberté fondamentale qui, vous le voyez quand même, dans certains pays européens comme l'Espagne aujourd'hui, est menacée. L'IVG est remboursé depuis 82. Pourtant, il y a des députés UMP qui voudraient le dérembourser si la notion de détresse, effectivement, est exclue de la loi. Je vais reprendre ce que disait Alain Juppé dans ses vœux. Vous savez, essayons de recréer un sentiment de concorde nationale en évitant les sujets de société qui fâchent et en nous concentrant sur des sujets économiques et sociaux qui peuvent nous rassembler. Le sujet, c'est un sujet important pour vous ? C'est un sujet très important, mais qui fait appel à des conceptions personnelles. D'ailleurs, chez nous, il n'y a pas de consigne de vote. De tel ou tel député. Cet amendement, vous ne faites pas partie des signataires, mais vous le soutenez ? Moi, je ne suis pas pour qu'on change la loi Veil. Je pense qu'il faut faire toute la loi Veil, rien que la loi Veil, qu'aujourd'hui ça se passe correctement sur le territoire français, et ne pas rajouter un sujet de polémique à un moment où notre problématique, c'est de relancer la machine économique française. On a déjà eu assez de polémiques sur la question mariage pour tous, d'ailleurs avec des outrances dans les deux sens, pour qu'on évite des sujets de société qui fâchent. Ce n'est pas la priorité, alors que la loi Veil a donné les résultats qu'on sait. Jean-Louis Borloo est en duplex avec nous de la salle des 4 colonnes, au micro de Fernand Tavares, président du groupe UDI. Donc pour vous, la priorité, c'est avant tout la baisse des charges. C'est la crédibilité. C'est juste, on dit qu'on le fait, on le fait. La dernière fois, on l'a déjà dit, il y a 1 an et demi, on a fait le CICE, résultat 0. Mais il faut un temps de concertation, alors c'est trop long. Non. Pour la TVA, ça a été un vote instantané. Pour la baisse des charges, ça peut être un vote la semaine prochaine. Ou on y croit, ou on n'y croit pas. Mais le président, juste sa crédibilité, on la baisse ou on les baisse pas. Personne ne l'a forcé à dire qu'il fallait les baisser. Si on dit qu'il faut les baisser, c'est la semaine prochaine. Mais il dit qu'il va aller vite. Voilà Brigitte. Merci Fernand Tavares. Jean-Louis Borloo qui veut tout de suite, immédiatement, cette baisse de charge. Régis Juanico, il pourrait éventuellement peut-être voter ce pacte de responsabilité. Moi, je suis très heureux de voir que des responsables de l'opposition nous encouragent dans la volonté à aller plus vite éventuellement. Parce que c'est ça qui vous rendra crédible ou pas. Mais c'est très étonnant et en même temps c'est encourageant. Non, c'est ce qu'on disait depuis 5 ans. Donc c'est notre programme. Vous faites un discours qui va dans le sens de notre programme. On ne va pas être contre. Maintenant, on attend de voir si vos actes sont en rapport avec vos paroles. Alors on parlait juste avant de l'interruption volontaire de grossesse. On va en reparler puisque les réseaux sociaux s'agitent à propos de ce débat. C'est le buzz. Astrid de Vilaine, bonjour. Bonjour Brigitte. Alors le projet de loi sur l'égalité homme-femme est suivi évidemment sur le net, mais ce qui fait débat, c'est bien la modification de la loi sur l'avortement. Oui, hier soir, c'est François Fillon qui a déclenché l'ire de nombreuses femmes et féministes en parlant
de faute morale et politique. Regardez son tweet. En choisissant de réécrire la loi de 75 sur l'IVG, le gouvernement fait une faute morale et politique. Voilà ce que lui répond une assistante parlementaire de son camp. La faute morale et politique de François Fillon est de penser que chaque femme ayant eu recours à l'IVG ait trouvé ça banal. Éric Woerth, lui aussi, parle de faute dans un tweet, mais il réaffirme il faut la loi Veil, toute la loi Veil, rien que la loi Veil, c'est ce que vous disiez, monsieur Daubresse. Et les amendements déposés, Astrid, par certains UMP pour dérembourser l'IVG sont plutôt mal accueillis à gauche. Et oui, regardez par exemple ce qu'en dit le député des Français de l'étranger et notamment d'Espagne, Arnaud Leroy. Dérembourser l'IVG et l'UMP veut nous parler de progrès et de liberté, c'est plutôt d'obscurantisme que Jean-François Copé et l'avocat. Dans la même veine, regardez l'ironie du conte humoristique Solferry Show. L'IVG concerne dans sa vie une femme sur 3, la droite, toujours en phase avec la société. Et puis, vous savez que dans ce texte de loi, il n'y a pas que ça. Il y a aussi un amendement écologiste qui vise à supprimer du droit l'expression « bon père de famille », qui ne serait pas conforme à l'égalité homme-femme selon eux. Et regardez ce qu'en dit Hervé Mariton. La gauche veut retirer du droit l'expression « bon père de famille ». Vu sa gestion et ses comportements, on comprend. Enfin, je voudrais juste vous signaler que Nicolas Sarkozy a fait son grand retour sur Instagram. Vous savez, ce réseau social de photos. Regardez la photo qu'il a postée tout à l'heure à 13h avec cette légende. Bonne année aux commerçants du quartier et merci pour le café. Hashtag Miroménil, 77 Miroménil, pardon, l'adresse de ses bureaux. À croire que ça lui manque, on ne parle pas de lui. Merci Astrid de Villene de nous avoir donné quelques nouvelles de l'ancien président. Marc-Philippe Daubresse, vous y voyez quoi derrière cette petite photo? Un petit message comme ça? Nicolas Sarkozy ne veut pas se faire oublier. L'ancien président et je vais souvent boire Vous avez reconnu le café, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est à côté de ses bureaux, rue de Miroménil. Il dit pas ça pour qu'on parle de lui. Sarkozy. Il était la semaine dernière dans ma région où il est allé écouter le concert de Carla Bruni. Franchement, il a le droit de vivre, cet homme, non? Alors évidemment que ça gêne certains, que peut-être il va revenir dans quelques temps, peut-être, mais écoutez, c'est la vie démocratique. Peut-être vous avez des informations là-dessus, c'est ce qu'il vous confie quand vous le voyez. Je ne vous les donnerai pas. En tout cas, moi, personnellement, je souhaite ardemment qu'il revienne parce que la France a besoin d'un capitaine, d'une volonté, d'une vision. Oui. C'est le seul aujourd'hui à droite qui peut incarner la vision, qui peut être comme à gauche, un il y en a leader. plusieurs, mais enfin, dans des circonstances difficiles, on choisit le meilleur capitaine. Mais c'est qui les autres à ce moment-là? Il y en a plein. Il y en a plein, mais vous courez pour Nicolas Sarkozy. Ils vont se présenter à des primaires, vous verrez. C'est un peu leur problème à l'UMP en ce moment. C'est le trop-plein, peut-être. Oh, vous en avez aussi entre M. Valls, M. Montebourg, Mme Aubry, vous en avez pas mal. Oui. Vous faisiez référence aux primaires, pourtant on entend quand même assez régulièrement maintenant que Nicolas Sarkozy n'a pas tellement l'intention de se plier à ce petit jeu des primaires. J'ai toujours entendu Nicolas Sarkozy me dire que s'il était membre d'un parti, il se soumettrait aux règles de ce parti. Donc il doit, selon vous, participer à ces primaires? Moi, je pense que nous devons nous concentrer sur les municipales. C'est une course d'obstacles. Et avant de parler de 2017, on doit s'occuper de la situation du pays. C'est pour ça que le débat lancé par François Hollande est un vrai débat et que, à l'épreuve des faits, on pourra constater si c'est nous qui avons raison de dire qu'il n'y a pas de crédibilité, comme dit mon ami Borloo, ou si c'est le Parti socialiste qui a raison de dire qu'ils vont inverser la tendance. Et puis les faits nous donneront ou pas raison, aux uns ou aux autres. Régis Juanico. Écoutez, on a suffisamment de travail ici en tant que parlementaire, notamment dans l'hémicycle et à l'Assemblée nationale. Ça vient d'être évoqué par Marc-Philippe Daubresse pour ne pas avoir à s'occuper des moindres faits et gestes de M. Nicolas Sarkozy. Ou d'un autre. Exactement. Voilà, et nous sommes actuellement en duplex de l'hémicycle où nous apercevons Claude Bartolone qui vient de rejoindre le perchoir pour présider cette séance de questions au gouvernement. M. Bartolone nous dit quand il y a un Premier ministre. Donc, vous voyez, on fait avec. Si à l'Assemblée on travaille, on fait avec ce qu'on nous donne. Et en fait, on fait avec notre opposition aussi. Ça, c'est le rôle de toutes les majorités vis-à-vis de toutes les oppositions. C'est bien si vous arrivez Moi à qui suis travailler là depuis ensemble. plus longtemps que vous savez, j'en ai connu. Et c'est la démocratie. Merci Marc-Philippe Daubresse, député UMP du Nord. Merci Régis Juanico, député socialiste de la Loire. Je vous laisse rejoindre l'hémicycle pour cette séance de questions au gouvernement qui démarre.